Ça, c'est un autre thème fascinant de ce qui s'est passé. C'est qu'au fond, les groupes sociaux les plus éduqués intellectuellement ont été les plus à risque de dériver dans une adhésion bête et méchante à des mesures absurdes. Et donc, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que l'intellect tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en Occident et le système éducatif tel qu'il forme les gens les coupe à tel point du bon sens et de leur intuition qu'en fait, des gens sans spécialisation particulière dans le domaine ont, dans l'ensemble, été beaucoup plus justes que les experts, les spécialistes et les responsables. Mhm. Ça, c'est un motif alors Tout à fait. sociologique absolument, absolument remarquable. Mais pour revenir à ton exemple, si d'aventure le masque avait eu une utilité, à ce moment-là, dans l'imposition aux enfants, en bas âge, nourrissons ou aux ados, il aurait fallu une pesée d'intérêt entre qu'est-ce que ça permet de limiter en termes de contagiosité et prise de risque versus quel est le coût de ces mesures, notamment pour les tout petits en retard du développement. C'est ça. Parce que ça a été terrifiant. C'est-à-dire que quand tu ne vois que les yeux, tu n'as pas du tout l'interprétation globale exactement de toute la sémiologie des expressions faciales. Et on voit aujourd'hui des très gros retards de développement et des traumatismes. Tu sais qu'on a vu aussi une explosion des suicides d'enfants au cours de la crise Covid comme conséquence de la maltraitance sociétale et institutionnelle qu'on leur a infligée, des enfants de 7-8 ans qui se défenestraient, des services de pédopsychiatrie engorgés par des enfants disant « mais j'ai plus envie de vivre dans un monde pareil ». Et tout ça, c'est une conséquence directe du fait que des experts ont recommandé n'importe quoi, que des petits apparatchiks fonctionnaires ont appliqué ça aveuglément, que les journaux ont fait semblant que c'était criminel de critiquer quelque chose d'aussi salvateur. Et donc oui, ça pour moi, évidemment, ça fait partie de mon propre traumatisme par rapport à ce qu'on a infligé, notamment aux couches les plus vulnérables de la population. Tu sais que dans notre Constitution fédérale, il est dit dans le préambule que c'est à la manière dont elle traite les plus vulnérables de ses membres qu'on reconnaît la valeur d'une société. Absolument d'accord avec Et j'ai ça. envie de dire que notre société, elle vaut pas grand-chose actuellement. Mhm. Ça, c'est sûr. Et surtout, les niveaux, on le voit actuellement, en plein génocide télévisé, où il n'y en a pas un pour ne serait-ce que s'insurger, s'insurger, ils y arrivent, mais c'est des mots. Oui, Faire, ne serait-ce que lever le petit doigt en termes d'action. On reviendra évidemment sur le sujet tout à l'heure. Le gel hydroalcoolique. Pour revenir un peu sur les choses. Parce que là, il y avait ce docteur, je me rappelle plus, qui l'avait même inventé, qui était un Suisse. J'avais demandé de Pitet, voilà, notre. le piteux Pitet. Qu'en est-il et aujourd'hui, ces bouteilles, parce qu'il y en a eu tellement qui se sont vendues que moi j'en ai encore une dans la cuisine. Il y en a à peu près partout. Je les utilise, on s'y dire jamais, mais il y a des restes de gel hydroalcoolique. Est-ce que ça c'était une bonne idée? On peut comprendre cette idée Oui, d'enlever les ouais. germes. Euh, et est-ce que ça doit continuer de faire partie du quotidien? Moi je sais que si on enlève tous les germes, bien, après, on n'a pas l'habitude de les C'est ça. ingérer. Du coup, on est peut-être plus prompt à tomber malade parce que notre corps n'est pas habitué à résister à des choses. Donc ça, je trouve que c'est logique. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut s'envoyer tous les germes possibles et imaginables d'un coup dans la tronche. Du coup, ok, qu'en est-il? Alors, il est important de resituer cette question dans la globalité de tout ce à quoi on a assisté. Euh, Parce qu'effectivement, un des piliers de la truanderie, ça a été de faire croire que tout le monde était en danger à cause de la circulation d'un nouveau virus qui, en réalité, était totalement anodin et bénin pour l'immense majorité des gens. Et donc, on est entré dans cette logique de zéro virus. Il faut absolument empêcher les transmissions et la circulation du virus, alors que c'est impossible. C'est comme chercher à arrêter la bise avec un grillage à moutons en plein hiver, tu vois. Ouais. Ça n'est pas possible d'empêcher la circulation d'un virus, donc le paradigme était faux. Bien que la grippe, ces années-là, c'est totalement arrêté. Oui, mais alors Non, non, mais on revient à cette petite parenthèse, blague. ouais, mais avec deux interprétations. Soit c'est qu'elle a effectivement été disparue parce qu'elle a été supplantée par un virus qui était au fond plus performant et qui a occupé la niche écologique. Soit c'est simplement que les tests PCR étaient tellement mal foutus qu'on a identifié comme Covid tout ce qui relevait aussi de la vraie grippe. Donc il y a un débat d'experts Oh. autour de ça. Mais toujours est-il que c'est ce paradigme de départ, tu vois, qui était totalement faux, qui était phobique et paranoïaque, à vrai dire.
Mais ça a été toute la manipulation depuis le début. Souviens-toi du discours de Macron, nous sommes en guerre, l'ennemi Oui. rôde invisible. Tu vois, il peut être là, il peut être tapis derrière le rideau, peut-être sur le micro, tu vois. Et puis ça crée une présence Tout au à fait. monde qui est paranoïaque, alors qu'une fois que tu as compris que c'est un virus respiratoire, qu'il est anodin pour 98% de la population, et que le 2% potentiellement à risque, il faut s'occuper d'eux et les protéger, tout en soignant au besoin ceux qui sont malades, parce que même avec la vitamine D, juste avec la vitamine D, on pouvait réduire de 50% le risque de complications. Alors, je ne sais pas si tu as entendu la moindre autorité de santé dire ah, on vous rappelle que la vitamine D, le zinc, la vitamine C sont bons pour l'immunité et qu'on les donne en général quand les gens sont à risque de tomber malades. Tout ça, ça a disparu au profit du masque, du gel hydroalcoolique, etc. Alors, le gel lui-même, déjà, c'est une découverte assez géniale. Il faut rendre le mérite à Didier Pittet d'avoir œuvré pour ça. Je pense aussi qu'il a été casté pour ça. Tu vois, parce qu'au fond, il a fait un travail très néfaste pendant toute la pandémie. Mais comme il avait cette aura du type qui avait permis à l'hygiène en milieu hospitalier de progresser de manière spectaculaire Oui. et qu'il avait même renoncé à capitaliser sur ce succès en trouvant un brevet sur la préparation qui leur aurait permis de gagner pas mal de millions. Tu vois, il était vraiment auréolé d'une aura tout à fait respectueuse. Cela dit, donc, je rappelle juste l'origine. Lui, il a simplement observé qu'en milieu hospitalier où les infections Les nosocomiales sont pathogènes, donc particulièrement faut risquées, tuer, ouais. les soignants étaient censés se laver les mains au savon un certain nombre de fois par jour, mais qu'étant donné le nombre de changements de setting, ils n'avaient pas matériellement le temps de se laver les mains. Et donc, il s'est dit, si on met du gel hydroalcoolique, ça résout le problème. Au lieu de passer 1 minute avec du savon, on fait ça en 5 secondes et c'est bon. Et le gel hydroalcoolique, en fait, est une très bonne barrière de protection face à la transmission des virus et des bactéries. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu une très belle émission de Raoult, à l'époque où il avait sa chaîne à l'IHU, où il critiquait les modélisateurs et les intellectuels coupés de leur intuition en disant « mais la médecine, c'est de l'observation ». Observez comment vous seriez à risque d'être contaminé par un virus dans l'environnement où vous êtes. Et là, tu vois, le mec, il touche son masque, hein, il touche sa tasse, il dit « Ah, tu veux bien me remettre un peu d'eau ?» Tu vois, et effectivement, l'essentiel de la transmission est manuporté et non pas par aérosol. Donc, c'est par contact manuel avec des surfaces contaminées par d'autres qu'on est le plus à risque de se contaminer soi-même. Donc, de ce point de vue-là, le gel hydroalcoolique était plutôt un bon choix. Maintenant, il faut savoir aussi que le gel à haute dose est mauvais pour la peau. Ça crée, comme tu dis, une stérilisation excessive qui en elle-même n'est pas bonne. On sait que les enfants qui grandissent dans des milieux soit stériles, soit tellement aseptisés qu'il n'y a pas des expositions à tous les germes qu'on trouve notamment à la campagne. D'ailleurs, à la campagne, effectivement, ils sont moins malades, les enfants de la Voilà, campagne. ils développent une moins bonne immunité. Si tu les vaccines à haute dose dessus, c'est encore pire. Donc, tu vois, c'est des balances à trouver. Et autant le gel hydroalcoolique était en soi une bonne idée, surtout d'ailleurs pour les personnes à risque ou dans certains settings, mais cette espèce d'obsession collective paranoïaque, j'ai souvenir, même un jour à l'église, j'y vais de temps en temps, le curé avait le gel hydroalcoolique à côté du vin et enfin des espèces, et puis pendant la consécration, il s'est lavé les mains au moins 5 fois. Tu vois, c'était au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et du gel hydroalcoolique. Ça devient complètement grotesque avec en plus une rangée sur deux barrée avec tu sais, des banderoles comme sur les scènes de crime aux États-Unis. Enfin, on voit que là, ça devient complètement délirant. Donc, Il y en a qui ont été baptisés avec de l'eau, avec un ah pistolet oui, à j'ai eau. Tu l'as vu, vu j'ai vu. celui-là? Ouais, ouais. Donc, tu es dans une église et en fait, le prêtre, il a un petit pistolet à eau. Un pistolet, quoi. Mm. Ah ouais, non, plein de trucs de folie. Plein de Comme ça. trucs de folie. Donc, en Puis, soi, le gel hydroalcoolique, oui, plutôt pas mal, mais dans la manière dont ça a été appliqué, non, ça faisait partie de la psychose.